Mes chers auditeurs, accrochez-vous, car ce qui suit va faire vibrer vos certitudes. Oubliez les querelles diplomatiques habituelles. Entre Rome et Paris, ce n'est plus une querelle d'égo politique. C'est un choc titanesque, un grondement venu des entrailles de l'Europe qui fait vaciller ses piliers les plus anciens. Ce n'est pas une crise passagère, c'est un bouleversement qui restera dans les annales. Giorgia Meloni, la première ministre italienne au tempérament de feu, a lancé un ultimatum ouvert, direct et sans concession à Emmanuel Macron, le président français qui serait un leader incontesté. Mes chers auditeurs, accrochez-vous, car ce qui suit va faire vibrer vos certitudes. Oubliez les querelles diplomatiques habituelles. Entre Rome et Paris, ce n'est plus une querelle d'égo politique. C'est un choc titanesque, un grondement venu des entrailles de l'Europe qui fait vaciller ses piliers les plus anciens. Ce n'est pas une crise passagère, c'est un bouleversement qui restera dans les annales. Giorgia Meloni, la première ministre italienne au tempérament de feu, a lancé un ultimatum ouvert, direct et sans concession à Emmanuel Macron, le président français qui serait un leader incontesté du continent. « Lâche enfin le Rassemblement national », lui a-t-elle intimé. Ces mots, simples en apparence, changent absolument tout. Ils redessinent la carte politique, fissurent les alliances trop fragiles et réveillent les consciences longtemps endormies. Restez avec moi jusqu'à la toute fin, car nous allons plonger au cœur de cette affaire explosive, révéler tous les détails croustillants, les dessous cachés et les implications qui pourraient tout faire basculer. Meloni, avec son franc-parler légendaire, exprime haut et fort ce que des millions de citoyens pensent tout bas, mais que personne n'ose plus dire à voix haute dans les couloirs feutrés de Bruxelles et les salons dorés de Paris. Le Rassemblement national, RN, n'est pas un mouvement de protestation éphémère, une vague passagère qui s'évanouira avec le temps. Non, c'est un foyer politique authentique, le refuge de millions de Français qui se sentent abandonnés, trahis par un système élitiste et déconnecté de la réalité quotidienne. Pensez-y. Des prix de l'énergie qui explosent comme des bombes dans les budgets des ménages modestes. Une immigration massive et incontrôlée qui sature les services publics et sème le chaos dans les quartiers. Une folie idéologique qui s'insinue dans les écoles avec des programmes contestés et dans les administrations avec des quotas et des discours moralisateurs. Une politique globale qui semble mépriser son propre peuple au profit d'intérêts supranationaux obscurs. Et voilà que Meloni, depuis Rome, confronte Macron et toute l'élite européenne de front, sans gants ni diplomatie feinte. Arrêtez de traiter les partis démocratiquement élus comme des criminels en cavale. Arrêtez les campagnes médiatiques orchestrées, les rapports biaisés des services de renseignement qui stigmatisent et les décisions judiciaires partisanes qui bâillonnent une opposition légitime et populaire. Si Paris ne le comprend pas immédiatement, si Macron continue à faire la sourde oreille, alors Rome agira. Et croyez-moi, elle n'est pas seule dans ce combat. 8 États membres de l'Union européenne se sont déjà rangés derrière elle, formant une coalition inattendue mais puissante. Mais ce n'est que la surface visible de l'iceberg. Entre les lignes de ces déclarations, Meloni glisse des messages bien plus explosifs, des sous-entendus qui transforment cette affaire en une véritable bombe à fragmentation. Elle lie astucieusement l'ultimatum sur le Rassemblement national directement à la guerre en Ukraine, démasquant sans pitié qui bloque vraiment la paix en ce moment critique. Écoutez attentivement, analysez chaque mot de ce qu'elle a vraiment dit lors de ses interventions récentes. Trump, de retour aux affaires, a signalé sa volonté d'adapter de manière flexible son ambitieux plan en 28 points pour un règlement du conflit. Le président finlandais, pragmatique comme à son habitude, est pleinement d'accord et soutient cette approche. Les négociateurs à Genève, dans les coulisses des discussions multilatérales, travaillent déjà de manière constructive sur des solutions concrètes et viables. Des garanties de sécurité pour l'Ukraine, du modèle de l'article 5 de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, sont posées sur la table des négociations. Les questions territoriales épineuses, la reconstruction massive d'un pays dévasté, la réforme et la démobilisation progressive de l'armée ukrainienne, tout est négocié de façon réaliste et pragmatique, loin des postures idéologiques stériles. L'Ukraine elle-même, par la voix de ses représentants, a remercié les États-Unis à plusieurs reprises pour cette ouverture au dialogue. Une paix enfin réalisable, tangible, est à portée de main après des mois de souffrances inutiles. Et qui freine des cas de fer ? Qui bloque obstinément, retarde les avancées, se posant dur, intransigeant
et veut absolument continuer à livrer des armes lourdes alors que tous les autres acteurs majeurs aspirent enfin à la paix? Emmanuel Macron. Bien sûr, Mélanie ne le dit pas explicitement pour éviter un incident diplomatique immédiat, mais entre chaque ligne de ses discours, c'est écrit en majuscule. Macron est le plus grand obstacle à la paix en Europe en ce moment précis. Lors d'une conférence de presse récente, tenue sous les feux des projecteurs internationaux, Mélanie a déclaré sans la moindre ambiguïté « L'Italie n'enverra pas un seul soldat en Ukraine, point final ». Une gifle retentissante, humiliante pour Macron, qui a perdu toute mesure, toute retenue, dès qu'il s'agit de réintroduire le service militaire obligatoire ou d'envoyer des soldats français se battre dans une guerre étrangère qui n'est pas la leur. En même temps, Mélanie a affiché ouvertement, sans filtre, son scepticisme profond face au plan fantaisiste, presque surréaliste, venu de Berlin et de Londres pour déployer des troupes de paix européennes sur le terrain. Sa question rhétorique, lancée comme un cut, a fait mouche dans l'assistance. La Russie dispose de 1 300 000 soldats entraînés et mobilisés. Combien devrions-nous en envoyer, nous, pour faire la différence ? Le message était clair, limpide, comme une eau de source. C'est de la folie pure. Une critique acerbe envers Scholz et Starmer, pas directement envers la France, mais l'implication est évidente. Et quand Macron a recommencé, fidèle à lui-même, à exiger plus de pression sur la Russie, plus de sanctions, plus d'armes, Mélanie a visiblement levé les yeux au ciel, un geste capté par les caméras et qui a fait le tour des réseaux sociaux. Ce n'était pas un hasard, pas une coïncidence. Cela montre à quel point Macron est désormais éloigné de toute réalité géopolitique, enfermé dans sa bulle élyséenne. Mélanie et de nombreux autres chefs de gouvernement européens, de plus en plus nombreux à rejoindre son camp, misent sur la diplomatie patiente, la raison froide et les compromis intelligents. Tandis que Macron jette constamment de l'huile sur le feu, attisant les tensions au risque d'un embrasement général. Pendant que l'Italie, les États-Unis sous Trump, la Finlande avec son expertise nordique, les partenaires du groupe des 7 et de plus en plus d'États à travers le monde travaillent de manière constructive, main dans la main, à une solution durable, le président français continue de jouer la comédie sur la scène internationale. Il se profile comme l'élève modèle transatlantique, le zélote de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, et trahit ainsi sans scrupule les intérêts fondamentaux français, la sécurité des citoyens, l'économie nationale, la souveraineté énergétique. La faction de Mélanie au Parlement européen le dit clairement, sans embâge. À la fin des fins, ce qui compte vraiment, ce n'est pas qui à Paris fait les grands discours enflammés et les publications théâtrales, mais qui apporte une position européenne et américaine forte, unie et commune à la table des négociations. Et c'est précisément cela que Macron torpille en ce moment même, par pure rigidité idéologique. Une verboraille doctrinaire et une soif insatiable de profit personnel et de gloire médiatique. L'Italie va même plus loin dans sa charge et frotte à la France ses propres échecs, ses hypocrisies flagrantes sous le nez et sans ménagement. L'Italie a complètement mis fin à sa dépendance au gaz russe, zéro absolu, grâce à une diversification énergétique audacieuse et rapide. Et ceux qui ont célébré pendant des années les accords avec Gazprom n'ont rien diversifié de substantiel, et crient aujourd'hui le plus fort quand il s'agit de prendre des décisions difficiles, impopulaires, mais nécessaires. Précisément ce qui gouverne maintenant à Paris avec leur mélange de vertueux discours et d'inaction concrète. Mélanie dit haut et fort, dans une déclaration qui a résonné comme un coup de tonnerre. L'Europe a besoin de politiciens qui veulent vraiment la paix, qui la construisent pierre par pierre, pas de ceux qui l'empêchent activement par leur posture. Maintenant, préparez-vous, car le deuxième front explose en parallèle, et il est tout aussi dévastateur, tout aussi implacable. La migration incontrôlée et la défense de la souveraineté nationale, ces piliers essentiels de la démocratie. 8 États de l'Union européenne, menés tambour battant par l'Italie de Mélanie, ont signé une déclaration commune, un manifeste qui s'oppose ouvertement, frontalement, à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Leur accusation est brutale, sans concession. Les chambres de juges, souvent déconnectées des réalités nationales, se sont arrogées des droits exorbitants qui ne leur ont jamais été donnés par les traités et détruisent ainsi, pièce par pièce, la souveraineté des États-nations, ces bastions de la volonté populaire. Nos citoyens nous ont élus, nous, pas les juges de Strasbourg qui n'ont jamais affronté un scrutin,
dit Mélanie mot pour mot dans une formule qui a fait vibrer les foules. C'est une attaque frontale, un assaut en règle contre toute la bureaucratie bruxelloise, cette machine anonyme qui dicte sa loi depuis des tours d'ivoire. Particulièrement explosif. Le projet Prestige de l'Italie, le modèle Albanie pour le traitement externe des demandes d'asile et une défense efficace, humaine mais ferme contre la migration illégale, est torpillé par ces mêmes juges, avant même de pouvoir vraiment démarrer, avant de prouver son efficacité. Mélanie fulmine. Et à juste titre, la justice européenne revendique des compétences qui ne lui reviennent pas de droit, en piétinant sur les prérogatives nationales. Le Danemark se joint à la fronde, avec son pragmatisme scandinave. La Hongrie d'Orban, la Pologne conservatrice, l'Autriche, la Tchéquie, la Slovaquie. Un nouvel axe se forme. Une alliance des souverainistes qui gagne en force jour après jour. Et la France dans tout ça ? La France se laisse tout faire, passive, résignée. Et sous Macron, le pays s'enfonce de plus en plus dans le centralisme bruxellois, acceptant les dictates sans brancher. La Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Union européenne ont justement relevé si drastiquement les seuils pour classer des pays d'origine comme sûrs que même le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie, des nations avec lesquelles nous avons des liens historiques, ne peuvent plus être considérés comme tels, rendant les expulsions quasi impossibles. Le ministre de l'Intérieur d'une région clé comme l'Île-de-France avertit ouvertement, dans des termes alarmants, la France se dirige tout droit vers de graves difficultés juridiques, un chaos administratif. Mais Paris se tait, muette comme une carpe. Pas de résistance farouche, pas de révolte tonitruante, rien que du silence complice. Pendant que Mélanie agit avec détermination, baisse les impôts pour la classe moyenne afin de relancer l'économie, protège les frontières de manière conséquente et efficace, arrête la transformation idéologique rampante dans les institutions et affiche des taux d'approbation supérieurs à 45%, un record enviable, le camp de Macron, Renaissance et ses alliés, s'accroche désespérément à ces phrases ridicules de cordon sanitaire, cette barrière artificielle qui isole le Rassemblement national. Il bloque un vrai débat démocratique, criminalise des millions d'électeurs ordinaires, des travailleurs, des familles, et ont une peur panique, viscérale, de leur propre peuple, de ses aspirations légitimes. Le résultat parle de lui-même, criant de vérité. Dans les Hauts-de-France, le Rassemblement national culmine à 40% dans les sondages. En Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Occitanie, il est déjà la première force incontestée dominant les intentions de vote. En Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes, il bat record sur record, grignotant du terrain à chaque enquête. 65% des Français en sont convaincus, selon les derniers baromètres. Emmanuel Macron est le plus grand aide électoral du Rassemblement national qui ait jamais existé. Un booster involontaire, mais efficace. Ce n'est plus une simple protestation sporadique, c'est un raz-de-marée électoral, un soulèvement populaire massif contre un establishment arrogant qui ne veut plus voir ni entendre la réalité du terrain. Et pendant que Paris se dispute interminablement sur des termes sémantiques vides et calcule des arithmétiques de coalition précaires, Rome, sous Mélanie, construit de vraies alliances internationales solides et stratégiques. Trump appelle Orban pour des discussions privées, pas Macron qui est snobé. Les médias américains influents et conservateurs célèbrent Mélanie comme la nouvelle femme forte de l'Europe, une leader charismatique. Macron, lui, est relégué à la table des enfants à Washington, obligé d'envoyer des émissaires pour mendier des faveurs, des soutiens. Les prix de l'énergie détruisent le pouvoir d'achat, la classe moyenne française, asphyxiant les petites et moyennes entreprises et les artisans. 77% des entreprises voient le nouvel accord douanier avec les États-Unis comme une menace existentielle, un coup fatal à leur compétitivité. Un tiers d'entre elles craint purement et simplement pour leur survie à court terme. Plus de 21 000 personnes obligées de quitter le territoire vivent encore sur le sol français, dont plus de 700 délinquants récidivistes graves, des menaces pour la sécurité publique. Les expulsions sont activement bloquées par des ministres issus de la gauche ou du centre, par idéologie ou par calcul politique. En même temps, de nouvelles procédures d'asile sont ouvertes chaque jour par milliers, engorgeant le système.
C'est de la folie furieuse. C'est une trahison ouverte, flagrante, de la sécurité des propres citoyens, des familles qui demandent protection. Les chiffres ne mentent pas. Ils sont implacables. Plus de 70% des Français affirment que le gouvernement a totalement perdu le contrôle de la migration. Un fiasco retentissant. Près de la moitié de la population ne veut plus entendre parler de blabla sur le genre, ces débats stériles imposés dans les écoles et les administrations. 45% exigent avec force que la France décide enfin elle-même de ses lois. L'ingérence bruxelloise n'est plus un thème marginal, relégué aux extrêmes. C'est le nouveau courant dominant, le cœur battant de l'opinion publique. Pourtant, Macron et son camp parlent encore obsessionnellement de cordons sanitaires, d'extrême droite menaçante et d'anticonstitutionnels, alors qu'ils piétinent eux-mêmes la Constitution en déshumanisant, en marginalisant des millions d'électeurs légitimes. L'Europe se transforme, élection après élection. Un vent de changement irrésistible souffle en Allemagne, en Autriche, en Finlande, aux Pays-Bas. De nouvelles alliances émergent, puissantes et déterminées, qui suivent fidèlement le cours souverainiste de Mélanie. L'ancien paysage partisan, usé jusqu'à la corde, se dissout comme neige au soleil. Il ne s'agit plus de renaissance contre Parti socialiste ou les Républicains. Ces clivages sont obsolètes. Il s'agit de la grande question systémique, existentielle. Globalisme anonyme ou souveraineté nationale retrouvée? Bruxelles l'impériale ou la nation souveraine? 8 États de l'Union européenne ont déjà signé ce pacte historique. Le pouvoir des juges de Strasbourg doit être limité, encadré, pour restaurer la démocratie. Mélanie, Orban, les nouvelles forces puissantes qui montent en Europe attaquent frontalement, sans relâche, le centralisme bruxellois étouffant. Et Macron reste paralysé, figé comme une statue, sans plan cohérent, sans courage véritable, sans vision d'avenir inspirante. Nous sommes au point de bascule absolu, au bord du précipice. Mélanie a envoyé à Macron le tout dernier avertissement, une mise en demeure sans appel. La prochaine escalade arrive inévitablement. Et elle sera dure, impitoyable. L'Italie produit des résultats concrets, mesurables. La Hongrie produit des résultats en défendant ses frontières. La Pologne produit des résultats en protégeant son identité. La France, elle, ne produit que des excuses larmoyantes, des dettes abyssales et des leçons de morale hypocrites. Les citoyens le voient clair comme le jour. La colère monte, bouillonne, prête à déborder. Ils savent que d'autres pays agissent avec détermination, avec audace, tandis que nous ne faisons que gérer les crises et perdre du terrain inexorablement. La question est maintenant pressante et vitale. Combien de temps allons-nous encore tolérer cela, cette inertie fatale? Combien de temps allons-nous laisser une élite déconnectée, perchée sur son piédestal, nous dicter qui nous pouvons élire et qui non, comme si nous étions des enfants irresponsables? 51% des Français veulent un gouvernement